Alors maintenant, on va aborder la dernière section euh, de cette partie qui traite de méthodologie. Avec la méthodologie, on met la table parce que c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui fait qu'on a des bons résultats. Vous allez voir lorsque vous allez analyser des données que même des techniques très simples, lorsque exécutées de façon correcte, ont une capacité extraordinaire, surtout si vous avez beaucoup de données. Mais il faut qu'on discute de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose dont vous avez entendu parler, le processus de causalité et de corrélation. Et on entend toujours, oui, mais corrélation n'est pas causation, sauf que personne ne respecte cette règle-là en pratique. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, dans bien des cas, on demande aux gens de changer un comportement et on se rend compte que ça ne change absolument rien, que le comportement n'était pas la cause, qu'il s'agissait tout simplement d'une corrélation. Alors, mathématiquement parlant, si on veut parler de corrélation, on va devoir faire un peu de statistiques. On va avoir un chapitre complet là, qui discute en détail toutes ces choses-là. Ce sont des choses que vous devez déjà avoir étudiées. Pour faire des corrélations, on va avoir besoin de moyennes et de variance, en particulier de covariance. Parce que la corrélation, c'est tout simplement une façon de mesurer comment des variables vont varier ensemble. Et donc, malheureusement, j'ai l'habitude d'utiliser le terme corrélation pour vouloir exprimer qu'il y a un lien entre deux variables, mais le coefficient de corrélation qu'on étudie presque toujours, ça va vraiment être les corrélations linéaires. OK? Et donc, ici, vous avez des nuages de points. Et dans tous ces nuages de points-là, OK, sauf dans la première ligne au centre où on a 0 de corrélation, la première ligne en haut ici où on a 0 de corrélation, sauf à cet endroit, il y a un lien entre les variables. Donc, si vous me donnez une des variables et que vous ne me dites pas quelle est la valeur de l'autre variable, ici, c'est deux variables x et y qui nous permettent de placer cette observation-là comme un point. Dans tous les cas ici, sauf le cas extrême au milieu, on n'aura que de connaître la valeur de x nous informe sur la valeur de y. Dans certains cas, on n'aura que l'information qu'on a est totale. Connaître x, ça nous donne y. Et ici aussi, connaître x, ça nous donne y, ou connaître y, ça nous donne x. On a aussi des cas où on a en bas beaucoup d'informations, même si l'information n'est pas totale. En fait, on a de l'information ici partout, sauf dans le cas où on a la corrélation 0 ici. Par contre, ici, même si la corrélation linéaire est 0, on n'a que de connaître x nous aide sur y et de connaître y nous aide sur x. Bon, le coefficient de corrélation linéaire est calculé à partir d'une formule, la formule que vous voyez ici. Et ce que vous voyez, c'est que la corrélation linéaire va être très positive lorsque y monte avec x. Le maximum, c'est 1. Très négative, ou très proche de moins 1 si vous préférez, lorsque y change, mais en diminuant avec x. Et lorsque la corrélation n'est pas parfaite, mais qu'il existe une corrélation linéaire quand même, on aura des valeurs qui diminuent
Et ces valeurs-là, si on prend la valeur absolue, on aura que lorsqu'on a une valeur proche de 1, la corrélation nous permet de faire des prédictions extraordinairement précises. Et lorsqu'on a une valeur proche de 0, au contraire, la corrélation n'est pas très forte et donc on arrive mal à faire des prédictions. Par contre, il faut comprendre qu'ici, on parle de coefficient de corrélation linéaire, qu'on appelle R, et que, étant donné la façon dont ce coefficient-là est calculé, tous les nuages de points du bas qui présentent un lien entre les variables vont vous donner une corrélation de 0. Bon, c'est pas un gros problème le fait que la corrélation linéaire n'arrivera pas à reconnaître des corrélations qui sont plus complexes. De toute façon, lorsqu'on va utiliser des algorithmes sophistiqués, on va s'éloigner très, très, très rapidement des équations linéaires triviales et on va obtenir des systèmes qui, eux, vont être capables d'apprendre à partir des données que vous voyez sur la ligne du bas. Le problème avec les corrélations, ça va être réellement un problème de causalité. Donc, est-ce que fumer cause le cancer du poumon? À toute fin pratique, si j'utilise le terme cause comme on l'utilise dans le langage courant, la réponse est claire. Aujourd'hui, on sait que on sait depuis longtemps qu'il y a une corrélation entre fumer et avoir le cancer du poumon. Et il y a eu une bataille terrible que les gens interprètent très, très mal aujourd'hui, je trouve. Ces batailles-là sont nécessaires. Il y a eu une bataille pour démontrer que la corrélation était causale. Bon, si on explique ça de façon simple, il y a une différence de dire que il y a un lien entre les fumeurs et les cancers du poumon et de dire si tu arrêtes de fumer ou si tu ne fumes pas, tu pourras éviter d'obtenir le cancer du poumon. Tout ça est probabiliste, tout ça est imparfait, ce ne sont pas tous les fumeurs qui ont le cancer du poumon et il y a des gens avec le cancer du poumon qui ne sont pas fumeurs. Mais ici, on a une corrélation et un lien causal. Et le lien causal ne peut pas être déduit simplement de la corrélation, contrairement à ce qu'on voudrait penser. Les gens vont regarder, ils vont dire, ben voyons, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? OK? Et ça, c'est vraiment une erreur terrible qui cause un paquet de problèmes. Ça pourrait être une infinité d'autres choses. OK? Et donc, lorsqu'on s'intéresse à un lien causal, les observations sont, à toute fin pratique, inutiles. Lorsqu'on voudra parler de causalité, la définition que je vais utiliser, vous allez voir, c'est la définition méthodologique de l'expérience en double aveugle, c'est-à-dire qu'on va dire que A cause B, hein, si on peut faire une expérience où changer A change B. Bon, mais je vais revenir avec plus de détails. L'histoire de la causalité au niveau de la philosophie, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon, je vous confirme que c'est quelque chose qui m'intéresse moi personnellement. On n'aura pas besoin d'entrer dans des gros débats philosophiques parce que les choses dont on a besoin en sciences des données sont assez faciles à exprimer clairement. Mais l'idée de corrélation, l'idée de cause et d'effet a été importante dans le monde de la philosophie et on a souvent dit toute chose, tout événement, tout mouvement a une cause. Et cette approche naïve-là, je pense qu'Aristote était quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est un des premiers scientifiques et c'est un des premiers philosophes, de mon point de vue, qui est important. Mais lorsqu'il dit que, bon, toute chose a une cause et tout ça, et qu'on utilise ce genre de raisonnement-là pour démontrer que Dieu existe, bon,
là, on vient de décoller un peu là, de ce que les mathématiques, la logique et les observations nous permettent de dire. Si ça vous intéresse, un des arguments pour l'existence de Dieu qui a été populaire tout au long de l'histoire, et il y a différentes versions, c'est que comme toute chose a une cause, on ne peut pas régresser à l'infini. Hein? Moi, je suis là à cause de mes parents, qui sont là à cause de leurs parents, etc., etc., etc. À un moment donné, ça va prendre une cause première. Puis la cause première, c'est Dieu. Au niveau de la logique, l'argument est intenable. Il existe toutes sortes de séquences infinies, etc. Mais ça me permet ici d'exprimer un autre point important de la logique et des erreurs qu'on fait lorsqu'on analyse les données et les conclusions. Le fait que l'argument ici de la cause première soit invalide, ce n'est absolument pas un argument contre l'existence de Dieu, par exemple. S'il suffisait d'avoir une preuve incorrecte pour démontrer n'importe quoi, et là je veux dire son contraire, la vie serait facile. Je veux prouver que P est différent d'NP, j'écris une preuve qui a ni queue ni tête que P égale NP. Voilà, j'ai fait mon argument. Non, non. Lorsqu'un argument est invalide, ça ne prouve absolument rien d'autre que le fait que l'argument soit invalide et il ne faut pas perdre ça de vue. On cherche souvent les causes et c'est souvent un problème de langage. On veut savoir pourquoi. Et ce qui est vraiment important, ce n'est pas pourquoi, mais quoi. OK? Alors, à l'époque des Grecs, pourquoi la pomme tombe? Bon, on disait c'est dans la nature de la pomme, c'est dans la nature des objets pesants d'être sur le sol et non pas dans les airs. Ensuite, on a Newton qui dit la cause, c'est une force gravitationnelle. Cette force invisible dérangeait un peu les gens. Et aujourd'hui, on fait la même erreur en disant que la cause, c'est la courbure de l'espace. Si la science avait pour objectif de découvrir les causes, ce serait le domaine où il y a le plus de mensonges et d'erreurs dans l'histoire de l'humanité parce que toutes les théories finissent toujours par être fausses quant à leurs hypothèses. Ce qui est important, ce n'est pas pourquoi. Ce qui est important avec un modèle, hein, parce qu'on modélise, on est dans le chapitre sur la modélisation, ce qui est important avec un modèle, c'est, si vous voulez, sa précision, sa capacité à expliquer et à prédire. Et ici, les modèles deviennent supérieurs sans complètement nier ce qui avait été fait ensuite. Lorsque Newton introduit ses formules et cette espèce de force invisible, la pomme continue de tomber. Et lorsqu'on introduit la courbure de l'espace, la pomme continue de tomber. La différence, c'est qu'avec Newton, on a une théorie générale qui explique la pomme et la Lune, et qu'avec Einstein, on peut inclure, par exemple, Mercure, sans se demander pourquoi les équations ne fonctionnent pas. On a donc un pouvoir de prédiction qui s'accrut, sans jamais connaître vraiment les causes. Parce que lorsqu'on veut parler de la cause, on se rend compte que le langage nous fait face à toutes sortes de difficultés. Ici, qu'est-ce qui cause la chute? Ben, on pourrait avoir la présence d'une pleure de banane. Ici, qu'est-ce qui cause la chute? On pourrait avoir l'absence d'une partie du plancher. OK? On va entendre des trucs comme la théorie du chaos et l'effet papillon. C'est une théorie qui explique qu'un battement d'aile de papillon au Texas, ou plutôt au Brésil, pourrait provoquer une tempête au Texas. Cet argument-là n'a absolument ni queue ni tête. C'est complètement insensé. L'effet papillon ne parle pas de cause. Ce qu'il va nous dire, l'effet papillon, c'est que si on ignore, si nos données ne sont pas suffisamment précises, on ne sera pas capable de faire de prédictions. Et dans le cas de la théorie du chaos, ce que ça veut dire, c'est que même avec une précision hallucinante, si on n'est pas précis assez pour pouvoir mesurer
le battement d'ailes de ce papillon-là en particulier, mais aussi de tous les autres papillons, des portes qui s'ouvrent, des mots qui se disent, des pommes qui tombent, des voitures qui se déplacent, des éternuements, des tremblements, etc., etc., des pages qui sont tournées lorsque l'on lit un livre. Si on n'est pas capable de connaître chacun de ces détails-là, on ne sera pas capable de prédire la météo, par exemple. On pourra faire une erreur aussi grande que de ne pas voir venir un ouragan. Mais de dire que le battement d'ailes de papillon a causé l'ouragan ou la tempête ou un typhon, c'est complètement ridicule. OK? Parce qu'il y aurait une infinité de façons que cette tempête-là existe ou n'existe pas. La théorie du chaos, c'est qu'il faut une précision qui devient tellement importante, tellement grande qu'on n'arrive pas à le faire. En réalité, au niveau de la théorie du chaos, ce qu'on va avoir, c'est que si on veut prédire une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées en avant, en termes linéaires, la précision qu'on va avoir va être sur 1 km, sur 1 mètre, sur 1 cm, sur 1 millimètre. On va donc avoir une augmentation exponentielle de la précision nécessaire pour obtenir une augmentation linéaire dans le temps prédit. Et on a un exemple ici intéressant. Toute chose a une cause. Bon, oui, toute chose a une cause. OK, la bille bleue là, qui se déplace, là, est-ce qu'elle a une cause? La réalité, c'est que tout ce qui est dans un cône de lumière, au sens de la théorie d'Einstein, tout ce qui est dans votre cône causal a d'une certaine façon eu un impact sur l'événement que vous vivez et, ou que vous observez. Et lorsqu'on parle de causalité, on ne parlera pas de la cause. Ça n'a absolument aucun sens, même si dans le langage courant, c'est ce qu'on va utiliser. On va s'intéresser à des exemples où, lorsqu'on parle de la cause, on va vraiment vouloir dire la chose qu'on aurait pu changer pour éviter la catastrophe. OK? Et en termes de causalité ici, je vais définir la causalité comme la causalité en sciences expérimentales. On choisit X, on observe Y. Si X avait été différent, alors Y aurait aussi été différent. A est une cause de B si une modification contrefactuelle de A aurait changé la probabilité de B. OK? Et ces choses-là, contrefactuelles, c'est lorsqu'on parle du passé. Mais on va évidemment être capable de faire des expériences dans lesquelles on contrôle A ou on contrôle X et on observe Y ou on observe B et on pourra voir si toute autre chose restant égale, hein, la seule chose qu'on change, c'est X ou A, toute autre chose restant égale, on va voir si la probabilité de B change. Et dans ce cas-là, je vais parler que A cause B. Ça peut être A cause fortement B ou légèrement influence B, mais on aura un lien causal. Et on pourra parler de lien causal même si l'expérience ne peut pas réellement être faite. Par exemple, on ne peut pas prendre 2000 enfants et choisir au hasard les 1000 premiers et systématiquement les empêcher de fumer et les mettre dans un environnement totalement identique aux autres 1000 qui, eux, on les force à fumer pour observer si oui ou non ceux qu'on a forcés à fumer avaient plus de cancer. C'est pas éthique, premièrement. Deuxièmement, c'est pas possible parce que tout ne sera pas pareil sauf la cigarette. J'imagine que le fait de fumer va changer d'autres comportements, etc., etc. Mais on peut quand même parler de lien causal parce qu'on pourrait éventuellement faire une expérience, OK? Même si en pratique, c'est complètement irréaliste.